nous sommes déjà arrivés au troisième et dernier panel de la journée. En effet, Rosalie, la journée a passé tellement vite jusqu'à date. Nous avons eu des belles discussions en avant-midi et ça se poursuit dès maintenant avec le panel sur les habitudes d'écoute chez les jeunes. Avant de passer la parole à l'animatrice de ce panel, j'aimerais prendre le temps de rappeler aux participants que la journée n'est pas encore terminée. Après ce panel, vous êtes invités à contribuer à un atelier collaboratif qui sera ensuite suivi d'un cocktail. Plus de détails bientôt. Merci, Luc. Maintenant, nous vous laissons entre les mains de Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec, qui va prendre le relais de l'animation pour cette partie. Bon panel à tous. Merci. Tout le monde. Alors, oui, le panel d'habitude d'écoute chez les jeunes, c'est un sujet qui m'interpelle personnellement parce que moi, je suis devenue sourde graduellement. Et si j'avais su, quand j'étais enfant ou ado, ce que je sais maintenant, peut-être que même mon parcours de carrière aurait changé. Moi, j'avais 7 ans quand un professeur s'est aperçu justement que je n'entendais pas bien. Il était allé voir mes parents, elle était allée voir mes parents, puis leur avait dit ça. Puis je me rappelle très bien, en fait, j'avais même été humiliée, là, c'est qu'elle m'avait fait placer dans un coin de la classe, le dos tourné, et je devais répéter. Et c'est là qu'elle avait réalisé que je n'entendais pas bien. Bon, on est allé, ils ont consulté un ORL, je me suis fait enlever les amygdales, ils pensaient que ça pouvait bloquer un canal auditif, mais dans le fond, ça n'a rien changé et il n'y a rien d'autre qui a été fait. Là, on parle là, des années 60, début des années 70 quand même. Et puis, à un moment donné, j'ai développé un défaut de langue parce que je ne m'entendais pas chuinter. Et je lis encore aujourd'hui, les S, les CH, pour moi, je ne les entends pas bien, donc je les reproduis pas bien. Et d'où l'importance de faire attention à son ouïe et du dépistage précoce. Mais je vous dirais que ce qui m'affecte plus, ce sont les acouphènes. Et je ne sais pas exactement, je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu l'ouïe. Les cellules ciliées se sont mises à tomber graduellement. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un choc émotionnel, en fait. Puis, j'ai commencé des acouphènes à partir de ce moment-là. Et ça a été de pire en pire. Et dans ma carrière, j'ai eu un choc acoustique qui a fait que j'ai perdu l'ouïe complètement d'une oreille. Et c'est là que j'ai eu mon premier implant cochléaire. J'ai eu un deuxième implant cochléaire. Le premier, je l'ai eu, j'avais 50 ans. Le deuxième à 56 ans et ça a changé ma vie parce que je me suis mis à entendre des sons que je n'avais jamais entendus. Alors, tout ça pour vous dire que, et je me rappelle aussi d'avoir été dans une discothèque, d'avoir été dans un spectacle à Toronto où j'étais assise à côté des haut-parleurs, le son était très fort. Puis là, maintenant, à savoir tout ce que je suis aujourd'hui, je sais qu'il y a des cellules ciliées qui sont tombées ce soir-là, là, c'est certain, et les acouphènes ont augmenté. D'où l'importance, je pense, du panel qu'on va avoir cet après-midi. Alors, je vais vous présenter donc Joanie Farmer, Marie-Pascale Nadeau et Adriana Lacerda. Je vais vous laisser vous présenter, Joanie. Bonjour, moi je suis audiologiste, je suis clinicienne et également conseillère professionnelle à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Bonjour, mon nom est Marie-Pascale Nadeau. Je suis représentante des parents ici cet après-midi. J'ai une belle famille avec 3 jeunes de 13, 15 et 17 ans. Je suis bi-implantée cochléaire depuis bientôt 9 ans. C'est sûr que la santé auditive des jeunes me tient particulièrement à cœur de par mon rôle de maman. Merci. Bonjour, je suis Adriana Lacerda, je suis professeure à l'école d'orthophonie et audiologie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, mesdames. Alors, on va plonger dans le vif du sujet avec toi, Marie-Pascale, parce que la surdité, c'est génétique carrément chez toi. Hein? Parle-moi-en un peu. Oui, comme j'en ai parlé à certaines personnes ce midi, dans ma famille, on a une surdité qui est congénitale, donc héréditaire, et le gène, malheureusement, est assez fort.
Donc, chez nous, c'est un peu comme porter des lunettes, avoir des appareils auditifs. Moi, j'ai gagné le jackpot avec les implants cochléaires suite à des surdité subites qui se sont ajoutées à ça. Mais ça fait que dans ma famille immédiate, bon, on est quand même une famille nombreuse, mais j'ai un frère, une sœur, cousins, cousines, des oncles, des tantes. Mais mes neveux et mes nièces, il y en a vraiment beaucoup qui ont des appareils, qui ont été appareillés au primaire pour la plupart. Puis, j'ai peut-être gagné le jackpot pour les implants cochléaires, mais mes enfants sont tous entendants. Donc, on a été très, très chanceux d'être du bon bord pour des statistiques pour eux. Alors, voilà, c'est assez pour me faire encore plus attention à leur audition. Merci. OK. Alors, vous avez eu, j'espère, un feuillet qui a été préparé par Joanie ici. Alors, c'est vraiment l'état des lieux. Donc, je vous passe la parole, Joanie. Où est-ce qu'on en est au niveau des habitudes d'écoute chez les jeunes? Oui. Quand on parle des habitudes d'écoute chez les jeunes, on s'intéresse aux comportements qui vont avoir des comportements qui vont être dangereux pour leur système auditif, puisque les études, là, depuis quelques années, nous montrent qu'il y a une augmentation des jeunes qui ont des troubles auditifs qui sont reliés à leurs mauvaises habitudes d'écoute. L'Organisation mondiale de la santé, l'année passée, a sorti une donnée comme quoi il y a 50% des jeunes entre 12 et 35 ans qui sont à risque de présenter des troubles auditifs en raison de leurs mauvaises habitudes d'écoute. Ça, c'est 1,1 milliard là, de jeunes qui sont à risque dans le monde. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que c'est une mauvaise habitude d'écoute? Hein? C'est pas un problème d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts. C'est pas ça en soi le problème où on doit être vigilant. C'est au niveau de la dose. La dose, qu'est-ce que c'est? C'est la durée d'écoute combinée avec l'intensité, le volume auquel on va écouter soit la musique ou une conversation ou la télévision ou nos jeux vidéo. Donc, l'Organisation mondiale de la santé va nous dire qu'on doit écouter chez les jeunes, c'est un maximum de 75 décibels, 40 heures par semaine pour avoir une écoute qui est sécuritaire. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, premièrement, là, dans les années 2010, il y avait déjà 90% des jeunes qui possédaient un lecteur de musique portatif. Bon, ça, c'est en 2010. On peut s'imaginer qu'en 2023, c'est probablement plus. Puis, les habitudes d'écoute, c'est de 1 à 4 heures par jour là, avec des écouteurs. Puis, il y a certains jeunes qui vont jusqu'à 8 heures. Ça, en soi, c'est pas ça qui nous dérange, hein, qu'ils écoutent de la musique avec des écouteurs, que ce soit 1 heure, 2 heures par jour, c'est pas ça. Encore une fois, c'est au niveau du volume auquel ils vont mettre leurs écouteurs. C'est ça qui est préoccupant parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a 60% des jeunes qui mettent les écouteurs trop fort. C'est là que c'est dangereux, puis c'est là que ça nous inquiète. Puis aussi, il y a 50% des jeunes, après avoir enlevé leurs écouteurs, ils vont rapporter des symptômes auditifs. On a parlé d'acouphènes tantôt. On peut avoir une sensation d'oreille bouchée aussi, donc des pertes d'audition qui sont temporaires. Donc, 50% des jeunes, quand même, on rapporte ces symptômes-là après l'écoute de musique. C'est beaucoup, puis c'est ça qui est préoccupant. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on en parle de ça, parce que la perte d'audition liée au bruit ou à l'écoute de musique forte, c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Donc, en étant informé, en sachant quel comportement on doit adopter au niveau de nos habitudes d'écoute, on peut éviter ces pertes d'audition-là. Puis, tu sais, la perte d'audition qui vient avec le bruit, c'est quelque chose, premièrement, c'est pas douloureux, hein, on le sent pas, c'est graduel, mais c'est non réversible. Une fois que c'est installé, les cellules auditives, on parlait des cellules ciliées tantôt, elles ne se régénèrent pas, elles ne repoussent pas ces cellules-là. Donc, je suis super contente qu'on soit là aujourd'hui pour parler de ce phénomène-là, puis des habitudes qu'on doit prendre pour prévenir, enseigner, informer les jeunes d'avoir des bonnes habitudes au niveau de l'écoute. Merci.
on pourra y revenir justement avec d'autres constats. Adriana, vous avez mis sur pied un projet pilote dans les écoles. Parlez-moi-en, parce que votre philosophie, justement, c'est d'aller jeune, plus jeune même que l'adolescence, pour les sensibiliser. Parlez-moi de votre projet. Oui, oui, c'est bien ça, Joanne, c'est agir tôt. Donc, on parlait ce matin du programme Agir tôt et d'autres programmes qui sont extrêmement importants, comme les programmes de dépistage. Mais la sensibilisation, oui, on doit commencer le plus tôt possible, surtout dans l'âge primaire, on souhaite que les jeunes, les élèves commencent à avoir de bonnes habitudes de santé auditive, donc pour préserver l'audition. Comme ma collègue a dit, la perte auditive due au bruit, c'est prévenible, on peut prévenir. Donc, pour prévenir, il faut agir tôt et sensibiliser le plus tôt possible dans les écoles. Notre programme, notre projet, c'est vraiment sensibiliser auprès de la communauté scolaire, surtout pour les effets du bruit, donc les bruits liés aux activités de loisirs, mais aussi les bruits environnementaux dans les écoles, parce qu'on a un problème aussi, les écoles sont vraiment bruyantes, et avec la sensibilisation, on peut peut-être réduire les bruits ou trouver des stratégies pour minimiser les bruits pour certaines activités. Donc, le programme va agir dans la communauté scolaire au complet, parce qu'on va sensibiliser les jeunes, mais on va travailler avec les professeurs aussi, créer des stratégies qui sont disponibles dans un trousse. Notre projet va donner plusieurs possibilités ou plusieurs stratégies de sensibilisation en classe. On va tenir compte l'âge aussi des enfants, donc on va avoir un paquet de stratégies selon l'âge, selon le niveau scolaire, et c'est le professeur qui va être les gestionnaires de toutes ces trousses de sensibilisation. Il peut choisir les stratégies qu'il voudrait faire avec la classe selon les besoins, selon l'âge des élèves. Excellent. Quelles sont les habitudes, les bonnes habitudes d'écoute qu'on peut essayer d'inculquer? Parce qu'après ça, on va parler du côté rebelle des ados avec Marie-Pascale, mais en général, quelles sont les bonnes habitudes d'écoute qu'on peut… Oh oui, il faut faire attention avec les volumes, comme ma collègue a dit, donc les volumes, l'intensité, c'est vraiment important, donc on doit considérer les volumes acceptables, que c'est un tour de 70 décibels dans la journée, par exemple. On doit aussi considérer la duration, le niveau du volume et la duration aussi. Donc, les bonnes habitudes sont vraiment liées au environnement sonore. On doit aussi peut-être considérer quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser. Tu as nommé au début qui étaient proches d'un haut-parleur, donc on peut s'éloigner de la source sonore aussi. C'est une bonne stratégie pour être loin d'un son dérangeant. On doit peut-être aussi utiliser des écouteurs ou de la protection auditive si jamais on ne peut pas diminuer le volume, si jamais on ne peut pas s'éloigner de la source sonore, on peut utiliser la protection auditive.
J'aurais envie d'ajouter, la prévention, elle peut commencer vraiment tout petit. Comme parents, on peut faire attention aux choix qu'on fait au niveau des jouets avec les bébés. Hein, ça existe là, des jouets sonores. Les enfants, ils ont des petites oreilles, puis souvent sont portés à amener les jouets vers la bouche, donc tout près de l'oreille. Les réglementations canadiennes disent que le son ne doit pas dépasser 100 décibels. 100 décibels dans une oreille d'adulte, on ne peut pas laisser ça plus que 15 minutes. Après 15 minutes, il y a des risques significatifs de dommages permanents de l'oreille. Donc, imaginez un tout petit de 1 an et demi, 2 ans qui prend un jouet aussi fort, qui se le met près de l'oreille, ça peut être très dommageable. Les recommandations, c'est que ce ne soit pas plus fort que 65 décibels. Donc, comme parents, on peut faire attention de choisir les jouets qu'on va acheter. Est-ce qu'il y a un contrôle de volume sur le jouet? Est-ce qu'on peut enlever les batteries dans le jouet pour pas qu'il fasse de bruit si le bruit n'est pas utile? Ou sinon, est-ce qu'on peut mettre du ruban adhésif sur le haut-parleur du jouet là, pour éviter que ce soit trop fort au niveau de l'oreille de l'enfant? Donc, ça, c'est un geste de prévention comme parent qu'on peut faire dès un très jeune âge. Puis, on en a discuté là, avec d'autres audiologistes récemment. C'est la mode des générateurs de bruit là, pour les tout petits bébés. On entend des bruits blancs ou des bruits de pluie pour que le bébé puisse s'endormir plus facilement. C'est beaucoup la mode là, avec les parents en ce moment, mais il faut faire attention à ça aussi parce qu'il n'y a pas de normes au niveau du volume. Donc, si l'enfant il a un son toujours fort à côté de son oreille, bien, on est dans des mauvaises habitudes d'écoute. Donc, je voulais ajouter ces 2 éléments là, pour les tout-petits. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Marie-Pascale, avec tes 3 ados, quand on dit blanc, ils disent noir, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'ils soient ados, ils étaient enfants. Hein? Ils étaient calmes, polis et respectueux. Non, mais j'ai participé à la vague papier collant sur les écouteurs des jouets trop bruyants quand j'étais jeune, quand ils étaient plus jeunes aussi. Mais moi, je voulais revenir sur le bruit dans les classes. J'ai eu la chance de participer à une présentation que j'ai faite dans la classe de ma fille, je crois. Puis il y avait une enseignante qui était très, très sensibilisée au son dans les classes. Et elle avait un décibelomètre près du tableau. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que quand ça venait rouge, elle disait, là, les amis, c'est trop bruyant, on se calme le bonbon. Puis là, les enfants étaient sensibilisés. Donc, elle m'avait fait venir dans sa classe dans le cadre du mois de l'audition pour que je leur présente c'était quoi avoir une perte auditive et tout ça. Puis, je pense que ton programme, Adriana, va aller dans le même sens. Hein? Donc, comme parent, j'avais vraiment trouvé ça super. Si tous les enseignants pouvaient avoir cette sensibilité-là, ce serait vraiment génial pour la santé auditive des jeunes. Puis maintenant, si on passe aux adolescents, les adolescents qui ont des belles oreilles parfaites, j'ai cette chance-là, mais qui ont toujours les écouteurs vissés aux oreilles. Nous, ce qui nous rend un peu inquiets, c'est justement qu'ils soient stimulés, on peut dire, là, par tout le temps les sons sur les oreilles. Donc, on dépasse largement la limite que Joanie a dit qui est de, peux-tu rappeler? Dans le fond, l'Organisation mondiale de la santé dit que pour une écoute sécuritaire avec les écouteurs, c'est maximum 75 décibels, 40 heures par semaine. C'est quand même beaucoup, mais après ça, faut penser à ben là, peut-être moins pour les enfants, mais en télétravail, est-ce qu'on a des écouteurs? Est-ce qu'ils ont des cours en ligne avec des écouteurs? Est-ce que le soir, ils arrivent, ils écoutent leur émission sur le iPad avec des écouteurs? C'est tout ça, là, les jeux vidéo aussi avec les écouteurs. Donc, ça va vite. Là, ça va vite, 40 heures. Je peux confirmer que j'en ai une couple qui tape le 40 heures, certains, surtout quand ils ont des journées pédagogiques puis des vacances en été. Je pense que le défi, c'est de leur faire comprendre que leurs oreilles ne sont pas éternelles. Ils sont en mode opposition beaucoup. Donc, c'est un peu comme pour le casque de vélo. On sait que c'est important de protéger notre tête. Bien, ils ne le mettent pas. Même si on leur explique les conséquences d'un traumatisme crânien, c'est la même chose pour les écouteurs. Puis,
Nous, notre solution de compromis, là, si on peut dire, moi et mon conjoint, ça a été de dire on investit pour des bons écouteurs qui ont une réduction de bruit, donc ils n'ont pas tendance à les mettre au maximum pour réduire le bruit ambiant. Ça, je pense, c'est une bonne stratégie, ça? Bien, c'est une super bonne stratégie. Peut-être, Adriana, je vais Ouais, commencer, puis tu pourras regarde. poursuivre. Hein. Dans le fond, le choix d'écouteurs, ben, de prendre des écouteurs qui sont cancellateurs de bruit, c'est intéressant en ce sens que si on est dans un environnement bruyant puis qu'on veut bien entendre soit la musique ou la conversation, on n'aura pas besoin de le mettre aussi fort s'il y a un programme de cancellateur de bruit dans les pas dans les appareils, dans les écouteurs. Fait que ça, c'est un produit qui est super intéressant. Puis si on veut peut-être un produit qui est moins dispendieux, bien, c'est de prendre des écouteurs qui couvrent les oreilles complètement parce que là, encore une fois, ça coupe les bruits ambiants. Fait que c'est une bonne stratégie. Et je pourrais ajouter aussi que, à part de toute la technologie concernant les écouteurs, on peut même ajuster les volumes. Il y a le contrôle parental, il y a certains téléphones qui ont le contrôle parental. Donc, on peut peut-être ajuster et limiter les volumes aussi des sorties de son dans les cellulaires. Donc, les parents pourront utiliser ces technologies aussi pour contrôler et limiter les volumes. Puis ça, est-ce que ça prend le mot de passe, faire ça? Non, non. Oui. Peut-être avant de donner les téléphones, vous pouvez régler et contrôler la sortie de volume. Ça serait peut-être une bonne option aussi, ou limiter. C'est une bonne discussion à avoir avec les plus vieux parce que le contrôle parental, malheureusement, passé 15 ans, c'est de plus en plus dur. Mais je pense qu'effectivement, d'avoir une combinaison peut-être des deux, des bons écouteurs avec un contrôle de volume. Mais on parle de contrôle parental, mais dans les applications des téléphones intelligents, on peut aller dans la catégorie sécurité des écouteurs. À ce moment-là, ce n'est pas un contrôle parental avec un mot de passe, c'est vraiment une application finalement où là, on peut aller mettre le volume maximum du téléphone à 75 décibels parce que d'office, c'est ça, d'office, il est à 100 décibels. Le volume des écouteurs. Donc, c'est vraiment trop fort. Là. Mais évidemment, il faut rentrer dans le téléphone de son ado, mais c'est ça, il faut se parler. Un petit repas au McDo en échange. Mais, je remarque, j'ai vu passer des publicités des AirPods 2, pour ne pas les nommer, là, à la télévision. Et on voit que, évidemment, les manufacturiers sont toujours les premiers à sauter sur l'occasion parce que, justement, ils mettent de l'avant que ça réduit le bruit ambiant. Il y a quand même du positif, je trouve, là. Il y a une certaine sensibilisation qui est en train de se faire. Les ados étant très friands, justement, d'applications et tout, comme ce midi, quand on a dégusté notre dîner, c'était très bruyant à côté des kiosques. Là. Moi, j'ai une petite application, justement, tu parlais d'un décibelmètre. Tantôt, j'en ai une. En fait, j'en ai plusieurs. Puis, on était à 97 décibels. Là. C'était quand même, pour moi, il a fallu que je m'éloigne parce que c'était vraiment trop bruyant. Mais est-ce que, justement, on ne pourrait pas encourager les ados à télécharger ce genre d'application-là, puis à faire je vais le dire en anglais, mais des spot checks dans des festivals, par exemple? Est-ce que ça pourrait être un outil de plus? Tout à fait. Tout à fait. C'est une façon de sensibiliser aux gens et d'informer aussi, de savoir quel est le niveau de bruit dans un environnement, soit de loisirs ou de travail, n'importe où, ou dans les écoles. Dans notre trousse, j'aimerais juste dire que ce n'est pas un projet à moi, c'est un projet, un partenariat avec Audition Québec, ACEPA, Acoufen Québec, et les centres de commission scolaire de Montréal aussi. Donc, nous travaillons ensemble avec la trousse de sensibilisation. Donc, notre intention, c'est aussi utiliser toute la technologie, toutes
les applications en faveur de la santé auditive. Donc, dans la trousse aurait aussi les applications pour mesurer les bruits. Même pour le dépistage, il y a plusieurs applications aujourd'hui qu'on peut dépister la surdité. Donc, on va suggérer les applications comme un outil de sensibilisation, un outil d'information surtout. Pour rendre ça ludique un peu, là. Exactement. Joanie, vous avez travaillé pour l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Vous avez travaillé un projet une superbe section dans votre site web sur le bruit. Parlez-moi-en davantage. Oui, d'ailleurs, sur la feuille qu'on a distribuée à la page 2 au verso, vous avez les liens là, avec des codes QR ou même avec l'adresse complète. C'est des nouvelles sections d'information grand public sur les impacts du bruit chez les jeunes. Quand on dit le bruit, ça peut être le bruit d'une tondeuse dans une manufacture, dans une usine, mais la musique, quand c'est écouté à des volumes trop forts, ça s'appelle du bruit finalement au niveau de l'audition. Ça a le même impact que, par exemple, un travailleur qui serait dans une usine toute sa vie, ben, quelqu'un qui écouterait de la musique très, très fort toute sa vie peut avoir les mêmes impacts au niveau de son audition. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça le bruit et les jeunes. Puis, on a une autre section aussi qui est intéressante au niveau de la santé auditive en général chez les enfants, les types de perte d'audition, les otites, les degrés de perte auditive. C'est beaucoup, beaucoup d'informations grand public avec du beau visuel. Je vous invite à aller visiter ces sites-là. Excellent. J'aimerais ça qu'on parle des bouchons. Il y a dans la salle Jérémy Voix, qui est un ingénieur, un chercheur de l'École de technologie supérieure. J'ai fait une entrevue avec lui sur l'évolution des bouchons de protection. On est parti des années 2000. Ça va être dans le prochain Sourdine Express, où c'était des bouchons de mousse standard, mais qui bloquaient le son, jusqu'à aujourd'hui, où on peut faire des bouchons sur mesure. Parce qu'un ado qui va dans un concert, il veut quand même bien entendre. Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que j'en vois passer là, sur Facebook, c'est que je suis dans l'audition. Toutes les publicités que je vois, c'est des audioprothésistes ou des bouchons ou les fameux appareils en vente libre américains. Alors, j'aimerais ça que vous parliez un peu de ces fameux bouchons. Si vous aviez à conseiller ça à un ado qui va voir un concert au Centre Bell, qu'est-ce que vous lui diriez? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs bouchons au marché, mais les bouchons pour les musiciens, c'est un bouchon qui va atténuer les bruits ou la musique d'une façon égale. Ça veut dire qu'il va, il va donner une qualité sonore quand même. C'est différent d'un bouchon qu'on achète à la pharmacie, par exemple, et qui n'atténue pas d'une façon égale toutes les fréquences d'une musique, par exemple. Donc, les bouchons pour les musiciens, les bouchons mouillés, c'est plus, encore plus meilleur parce que c'est adapté à l'anatomie de notre oreille. Ça va peut-être être moins dérangeant, moins, oui, de façon d'avoir quelque chose de différent dans nos oreilles. Donc, oui, c'est beaucoup plus performant. Est-ce que ça coûte cher? Avez-vous une idée du prix? Oui, ça coûte plus que $200. Quand même, hein? OK. Mais il y a des bouchons qu'on peut acheter en vente libre, que c'est des bouchons pour les musiciens. Et ce n'est pas mouillé dans nos oreilles, mais il y a des tailles différentes qu'on peut acheter selon les grandeurs de nos oreilles, de nos conduits auditifs. Et ça fait les mêmes affaires parce qu'ils ont un filtre qui vont atténuer les sons de façon égale aussi. Et on peut suggérer, par exemple, les filtres
15 décibels, qui va couper les sons à 15 décibels. C'est un bon filtre pour aller à festival ou à concert, par exemple. Mhm. Marie-Pascale, est-ce que tu penses que tes ados porteraient ça, ce genre de truc-là? Pas certaine. Il faudrait que je sois vraiment. Il faut vraiment être convaincant hein, avec les ados quand on veut leur imposer quelque chose. Je pense que ça vienne d'eux. C'est pour ça que la sensibilisation, puis leur faire comprendre que l'impact de ces sons-là sur leurs oreilles, puis comment que c'est irréversible. Je pense que le début du dialogue vient peut-être de là. Mais moi, ça m'a fait penser, les bouchons, tu sais, on a des jeunes travailleurs, là. Des jeunes travailleurs qui commencent à entrer sur le marché du travail, puis c'est des milieux qui sont parfois bruyants. J'imagine que ça s'accumule aux heures d'écoute de musique, de jeux vidéo. Tu sais, mettons, quelqu'un qui travaille chez McDonald's dans la cuisine, là. Mais c'est exactement ça. Je pense qu'on a parlé beaucoup sur les impacts du bruit sur l'audition, mais il y a d'autres impacts qu'on peut peut-être parler rapidement, qu'il faut parler aux jeunes aussi. D'abord, les impacts pour les premiers emplois. C'est vrai, il y a des données, des articles scientifiques qui ont publié l'impact pour trouver les premiers travaux parce que les jeunes avaient déjà un problème auditif dû à les activités de loisirs bruyants. Donc, il y a ces impacts. Il y a aussi les risques d'accident. Quand on utilise les écouteurs, on peut être plus à risque d'avoir un accident parce que les gens utilisent les écouteurs un vélo, par exemple, ou dans la rue, et ça pourrait avoir un risque de ne pas entendre une voiture ou un autre véhicule qui approche. Donc, il y a des effets secondaires aussi qu'on doit parler et informer. Juste un, ça compte pas. C'est enlever les deux. C'est souvent la réponse, oui, mais j'en mets juste un. Je dis, tout le côté que tu as ton écouteur, tu n'entends pas la personne venir ou la voiture venir, tu peux plus avancer. Je ferais du pouce sur ce que tu disais, Adriana. On a parlé des effets du bruit et de la musique forte au niveau de l'audition, mais il y a des effets extra-auditifs aussi d'être dans du bruit. On en a parlé tantôt à l'heure du dîner, c'était difficile, c'était fort. Le bruit, ça engendre de la fatigue, ça peut engendrer aussi différents troubles au niveau de la santé. Chez les tout-petits, c'est surtout que ça va générer du stress, puis ça va aussi entraver la communication. Hein. Les tout-petits sont en acquisition du langage, en acquisition des habiletés sociales. Donc, de se retrouver dans des environnements bruyants à la garderie, au CPE, à l'école, dans la cour de récréation, à la salle à dîner, à la cafétéria, d'être constamment dans ces niveaux, dans ces milieux-là où il y a beaucoup, beaucoup de bruit, ça a des effets aussi au niveau de la fatigue générale, de l'attention, la concentration. Donc, c'est des éléments qui viennent s'ajouter au risque auditif. Oui. Et il y a aussi le danger, à mon avis. Bon, c'est sûr que durant la pandémie, Zoom s'est démocratisé. Pour nous, personnes malentendantes, je parle pour moi et les membres d'Audition Québec, ça a été quand même intéressant parce que ça nous a forcé justement à passer au virtuel. Et sur Zoom, on peut choisir quel écran on veut voir, puis voir les personnes en gros plan, avoir les sous-titres, faire la lecture labiale, mais il y a les risques de choc acoustique. Et j'imagine que la plupart des gens qui s'intéressent à l'audition ont vu dernièrement dans la presse les témoignages des interprètes du Parlement qui, justement, ont eu des chocs acoustiques, qui ont déclenché des acouphènes et, comme tu disais, d'autres produits, d'autres impacts extra-auditifs. Est-ce que, parce que pendant la pandémie, plusieurs étudiants se sont retrouvés à suivre des cours sur Zoom, est-ce que ça aussi, il faut faire attention à ça?
Le choc acoustique, là, pour le définir, dans le fond, c'est un bruit soudain extrêmement fort qui peut engendrer des dommages, là. Donc, c'est sûr que l'utilisation par beaucoup de personnes d'écouteurs puis de microphones, mais pas nécessairement de bonne qualité, c'est ça qui a engendré les problèmes de choc acoustique au niveau des interprètes, là, ce que vous rapportez dans la presse. Donc, il y a une question de qualité du microphone et de la qualité de l'écouteur, puis encore là, d'aller bloquer l'écouteur pour pas qu'il puisse aller à des niveaux trop élevés. Fait que je voulais juste faire une petite précision là, sur le choc acoustique. Mais ce serait donc une bonne pratique de faire attention, justement, de bien s'équiper quand on est en visioconférence. Exact. C'est bon, excellent. Autant pour la personne qui reçoit que pour la personne qui donne le message. Oui, absolument. Si on parle du bruit dans les écoles, les gyms, les cafétérias, c'est vraiment des endroits extrêmement bruyants. Quelles pourraient être les solutions? Comment on pourrait atténuer le bruit dans ces endroits-là, selon vous? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour atténuer les bruits. Il y a toutes les modifications acoustiques dans une salle, par exemple, pour minimiser les bruits et même la réverbération. Donc, il y a tous les changements qu'on peut faire dans la salle, mais il y a des mesures simples qu'on peut utiliser. Par exemple, dans une école, on peut même utiliser des panneaux ou des panneaux acoustiques, c'est des mesures acoustiques, donc des panneaux, oui, mais des choses simples comme des rideaux dans les fenêtres pour diminuer la réverbération, que c'est comme un écho dans les écoles. On peut utiliser toutes matériaux absorbants, par exemple, pour réduire... Comme un babillard, comme un babillard, des bricolages avec des boîtes d'œufs, des tapis, des coussins, des matériaux, des tissus qui vont absorber. Des rideaux. Des rideaux, oui, Adriana en avait parlé. Donc, c'est ça, des matériaux qui vont absorber la réverbération, effectivement. Et bien sûr, la technologie, on peut utiliser aussi avec l'acoustique. Je me suis renseignée récemment, le fameux projet Lab École, avec Ricardo, avec Pierre Thibault, je crois, Pierre Lavoie, puis l'architecte Pierre Thibault, me semble. Je leur ai demandé, donc, ce projet de Lab École, c'est qu'ils veulent construire des nouvelles écoles plus ergonomiques, plus belles, plus au niveau de l'environnement, au niveau de la conscience environnementale. Et je leur ai demandé, avez-vous pensé à l'acoustique, à l'audition? Et on m'a répondu que oui. Alors, ça va être intéressant dans les prochaines années, justement, de voir ça, parce que moi, je connais quelqu'un dont un membre de la famille a littéralement perdu une partie de son audition parce qu'elle était dans une école qui avait beaucoup de bruit, dans un gym, un professeur d'éducation physique. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, je trouve ça intéressant quand même. On a du travail à faire, mais la sensibilisation, à force de le répéter, les gens vont finir par y penser. Louis, encore, je le dis tout le temps, c'est un handicap invisible, la surdité. Fait que les gens n'ont pas ce réflexe-là. Puis, c'est vraiment important des journées comme aujourd'hui pour faire passer le message. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus. Adriana, ça serait quoi le message que vous aimeriez que les gens retiennent par rapport au sujet des habitudes d'écoute? OK. Je pense que la première chose, c'est qu'on peut prévenir la perte auditive induite pour la musique
pour le biais de la conscientisation, prévention, surtout la sensibilisation. Donc, donner l'information, et on peut donner de différentes façons. On peut donner l'information avec les parents, pourront donner l'information. Le gouvernement doit peut-être faire des législations plus adéquates pour minimiser les bruits ou réduire les bruits. On peut faire la sensibilisation dans les écoles, on peut faire la sensibilisation. Donc, plusieurs parties prenant, plusieurs acteurs pour arriver à sensibiliser, à informer. Donc, voilà. Merci. Marie-Pascale? Bien, je pense que comme plusieurs parents vont se poser la question, c'est par où je commence. Je pense que ça va être d'avoir une bonne discussion avec nos enfants, puis les ados, pour leur expliquer la situation, les dangers, puis de mettre en place là, des stratégies, comme on a parlé, les écouteurs, le volume sur le téléphone, qu'il va falloir s'asseoir avec eux. Mais c'est ça, je pense qu'au niveau scolaire, les écoles ont beaucoup à faire pour être en mode prévention, mais ça commence par la maison aussi, là, les sensibiliser. Trop de temps avec les écouteurs plus tard. Pas l'idée du siècle. Il faut informer les parents qui, eux, vont sensibiliser. Joanie? Moi, je terminerai en disant que la perte d'audition liée à des mauvaises habitudes d'écoute, c'est quelque chose qui est grave, qui est en train de se passer en ce moment, mais qui est évitable. On a des façons faciles d'éviter ce problème-là. Il faut juste les mettre en application, puis on a un message vraiment au niveau du public à diffuser pour que les gens soient informés. Une fois qu'on a l'information, bien après ça, c'est plus facile de gérer ce risque-là, mais c'est une condition qui est tout à fait évitable. Donc, il faut encourager les activités de sensibilisation puis de prévention. Excellent. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est déjà le temps de passer à la période de questions ou si vous avez des commentaires sur ce qui a été dit. Les micros sont à vous. Prenez votre temps. Je vais commencer. OK. Voilà. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est important d'appliquer ça aux enfants en bas âge. Parce que dans l'adolescence, tu dis à ton ado, un jour, tu vas perdre ton nuit, un jour, tu vas avoir mon âge. Ils ne croiront pas ça. Pour les autres, ils sont invincibles, ils vont être jeunes toute leur vie. Fait que si on l'habitue à la maison d'avoir des sons bas, de dire baisse le son, quand ils sont jeunes, peut-être qu'ils vont garder l'habitude jusqu'à l'adolescence, c'est trop tard. Oui, j'ai parlé tantôt, Kim, audiologiste. Je voulais juste revenir un peu sur l'aspect prévention. Par rapport aux bouchons, là, que je trouve un sujet très intéressant, là, la lecture de bouchons qui existe de protection auditive. Quand on fait référence à des bouchons filtrés, on peut faire référence à des bouchons filtrés universels qui sont vendus 40, 50, 60 $. Puis de plus en plus, les compagnies font un effort de marketing pour être capable de rendre ça attrayant, pour que ça ressemble comme à un bijou, comme un petit anneau doré dans l'oreille. C'est super cute, ça atténue les sons. Puis l'avantage de mettre des bouchons, c'est pas juste au niveau de prévention pour le bruit qui est fort, mais c'est aussi, comme disait Adriana, la qualité sonore. Tu sais, quand on va dans un concert, c'est tellement fort des fois que c'est distorsionné, ça fait mal. La musique est plus claire, on perd la qualité des instruments, mais quand on met ces bouchons-là, on regagne la qualité. Fait qu'on pense qu'on va la perdre parce qu'on bouche notre oreille avec quelque chose, mais dans le fond, on regagne les détails dans la musique. Puis un truc que je donnais souvent quand j'étais en clinique à mes jeunes clients pour ce qui est de l'écoute avec des écouteurs, parce que c'est dur des fois de savoir, ben, c'est quoi 50 décibels, c'est quoi 65 décibels. Ben, moi, je leur disais, si tu as des écouteurs qui couvrent ton oreille et tu entends bien, va dans un milieu très, très calme, mets de la musique dans tes écouteurs, dépose-les devant toi sur la table. Si tu entends la musique de cette distance-là, c'est que c'est trop fort. Diminue jusqu'à temps que tu n'entends plus ta musique. Si tu les remets sur tes oreilles à ce niveau-là, là, c'est un niveau confortable, sécuritaire. Fait que des fois, ça donne un petit comparatif plus facile pour déterminer un niveau sonore plus concret, là. C'est un bon truc, Kim. Il y a aussi le truc du 60-60. Je ne me rappelle pas si on l'a écrit sur la feuille. Dans le fond, c'est de mettre
quand on n'a pas accès à un gestionnaire de décibels avec le téléphone intelligent, ça peut être de dire, ben, je mets le volume de mon équipement à 60 de sa capacité. Ouais. Fait que là, encore là, c'est approximatif, mais c'est pour nous donner une idée. Puis si je le mets à 60 du volume possible, c'est pas plus que 60 minutes. Si je Ouais. veux écouter plus longtemps que 60 minutes, je dois être en bas de 60 du volume. C'est ça. Mais c'est des outils qui sont approximatifs. Puis Ouais. je pense que où on devrait aller comme société, c'est d'avoir des réglementations qui empêchent les écouteurs d'aller à des volumes qui sont nocifs pour le système auditif. Ouais. On n'est pas là encore. Ouais, non, on n'est pas là. Et je pense qu'il y a aussi les stigmas d'utiliser une protection auditive. Donc, ça, il faut lutter contre les stigmas. Et on doit commencer tôt. Parce que si tout le monde utilise la protection auditive, c'est normal. Mais si seulement l'adolescent utilise, c'est lui qui va être le différent. Donc, il faut vraiment lutter contre la stigmatisation. C'est super intéressant, ça, Adriana. Moi, je le vois beaucoup avec mes clients travailleurs, là, les adultes, à qui on recommande des protecteurs auditifs. Puis quand je les revois en suivi, ils me disent, ben, le fait que moi, j'aie pris la décision de porter de la protection auditive, ben, j'ai plein de collègues qui sont allés s'en chercher. Fait qu'il y a un stigma, on ne veut pas être à part du groupe, mais oups, quand il y en a un qui a le courage de le faire, bien après ça, on se rend compte que les autres autour le font parce que c'est encourageant. On se rend compte que finalement, on est bien avec les protecteurs auditifs. Voilà, et normalement, quand on travaille avec les adolescents, on va multiplier l'information avec les pairs. Donc, c'est un adolescent qui a qui est un leader avec ses collègues qui va influencer les comportements et les bonnes habitudes d'écoute. Donc, c'est une façon aussi de faire la promotion de la santé auditive. Mhm. Oui. Si je peux me permettre une petite parenthèse, j'aimerais ça poser une question générale, en fait. Y a-t-il une grosse différence au niveau de la protection de l'audition, dépendamment de si on prend un écouteur qui soit intra- ou extra-auriculaire? À savoir si la source d'énergie en décibels. J'aurais tendance à dire que, évidemment, si on met un écouteur intra, ben, c'est plus près du tympan, ça pourrait probablement être plus fort, mais encore là, c'est pas tant le type d'écouteur qu'on utilise qu'à quel volume on le met. T'sais, on peut mettre un écouteur supra trop fort puis un écouteur intra qui serait moins fort. Le danger, c'est vraiment quand le volume dépasse la dose sécuritaire. Ma question étant, est-ce que la dose sécuritaire en décibels est la même pour les intras et les extras? Oui, ou on peut c'est la même chose. Oui. Merci. Julie. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous. Que pensez-vous à ce moment-là des écouteurs à conduction osseuse? Est-ce que ça fait un impact aussi parce qu'on en retrouve de plus en plus, notamment pour les sportifs? Et je me questionne. C'est une bonne question. Adriana, as-tu des données là-dessus? Oui, on n'a pas, oui, non, je n'ai pas des... C'est une bonne question, vraiment. Je pense qu'il faut explorer davantage les impacts de la protection osseuse. Je ne sais pas, Jérémy, si tu as des informations plus précises. Bonjour à toutes et à tous. Jérémy Voix, j'avais effectivement 3 commentaires, j'avais super envie de réagir. Et là, je me dis, ce commentaire-là aussi, ça me plairait d'en parler. Donc 4, super. Donc désolé, ça va être plutôt sous forme éditoriale. Donc je travaille vraiment en protection auditive essentiellement pour les travailleurs, mais donc on s'intéresse vraiment à la protection, on va dire, avancée. Mais on regarde effectivement donc, tous les mécanismes de conduction. Et ma réponse pour la conduction osseuse, donc ces écouteurs qu'on porte et qui viennent stimuler directement finalement la cochlée par voie de transduction, ont probablement exactement le même danger, hein, c'est-à-dire qu'à des niveaux équivalents, c'est tout aussi dommageable pour la cochlée, les cils, cellules ciliées externes et autres.
Par contre, il y a une grosse différence, évidemment, c'est qu'en ayant ces écouteurs, vous n'avez plus les oreilles masquées, ça veut dire que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, donc la situational awareness est présente. C'est un avantage. Un inconvénient, c'est qu'il n'y a rien qui vous protège s'il y a quelque chose de très très fort, etc., à la différence de tous les intras dont on a peut-être parlé un petit peu. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que pour les coureurs en particulier, il y a un effet qui est manifeste et important. Vous connaissez tous l'effet d'occlusion. Lorsque vous avez l'oreille bloquée, vous avez tendance à entendre plus vos sons personnels, les sons qui sont émis, donc votre voix devient caverneuse. Vous entendez les pas, en fait, vous entendez tous les chocs. Et en fait, par mesure, on sait très bien que si l'oreille est ouverte, eh bien, ces chocs, finalement, ne génèrent pas beaucoup d'énergie dans le conduit auditif. Si elle est fermée, il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, je dirais qu'il y a un petit avantage pour les coureurs et les personnes qui vont avoir des chocs qui sont donc conduits dans l'oreille, à utiliser finalement les oreilles libres et donc les stimulateurs ostéocrâniens ou peu importe comment vous les appelez. Donc ça, ce serait ma petite réponse. Mais merci de m'avoir tendu la perche. Puis juste le petit point, peut-être par rapport au niveau, la question était excellente, le niveau intra versus extra, la réponse était exacte, c'est-à-dire que peu importe la façon dont le son arrive au tympan, à niveau équivalent, le dommage est le même. On s'est beaucoup posé la question, c'est une excellente, c'était pas évident. Il y avait ces pensées que si c'est plus proche du tympan, c'est plus dangereux. Rappelez-vous que l'oreille, elle amplifie naturellement. Donc, lorsque j'ai l'oreille ouverte, ça amplifie de 15 décibels certaines fréquences. C'est comme ça chez la plupart des mammifères. C'est un avantage évolutif qu'on a développé avec le temps, hein, c'est à ça que ça sert. Lorsque j'ai l'écouteur dans l'oreille, il n'y a plus d'amplification de 15 décibels. Donc, c'est normal aussi que vous ayez besoin de mettre l'écouteur un petit peu plus fort lorsqu'il est en intra que lorsqu'il est en circum ou supra-auriculaire, à cause de cet effet dit de pavillon finalement et de quart d'onde. Voilà. Et puis après, j'avais une dernière, mais j'ai oublié les deux autres points, donc je vais vous laisser. Merci. Mais excellent panel, très très pertinent. Merci beaucoup, Jérémy. Louise. Oui, bonjour. Je vais vous ramener dans le temps quelques années. Il y a eu de produit un répertoire des salles qui étaient équipées pour les systèmes FM, les systèmes de boucles magnétiques. Et souvent, ces salles étaient représentées par le logo de l'oreille barrée. Eh bien, moi, par expérience, depuis le nombre d'années que je suis sensibilisée à ça, je me rends compte que l'oreille barrée n'est pas tellement significatif pour les personnes étant malentendantes. Alors, il y a des gens qui assistent à des représentations au cinéma et puis dans les salles de théâtre, et ces salles sont équipées, mais on ne voit pas qu'il y a des appareils pour aider l'amplification. Alors, vous pouvez toujours réfléchir à ça, faites vos petits sondages personnels. Ces appareils qui ont été déposés là et le système ne semble pas du tout donner les résultats escomptés. Moi, je propose que dans la thématique d'aujourd'hui, on change l'oreille barrée ou on l'explicite davantage et on met une tête d'enfant avec une belle coquille sur les oreilles. J'ai assisté à un spectacle sur la francophonie. Il y a un couple qui est rentré avec un tout petit bébé et ils avaient le casque. Et c'était pas dangereux vraiment comme amplification, mais je comprends très bien que quand on est tout petit et qu'on est encore plus vulnérable. J'ai assisté également dans un auditorium à une fête traditionnelle avec violon, guitare et tout. Et de jeunes enfants, 2 ans, 3 ans, dansaient au pied de l'estrade, sous les haut-parleurs à haute capacité. Et moi, 20 minutes après, je ne pouvais plus supporter le son. Je vivais de l'oppression. Je devais sortir pour aller respirer, tellement que c'était dense. Je me suis informée. Oh, c'est 95 décibels, m'a-t-on dit. C'est permis jusqu'à 100. Ah oui, mais peut-être qu'il y a des distinctions d'âge à faire. Donc, que les salles de diffusion soient identifiées, comportent une identification pour les clientèles qui fréquentent ces salles-là. Ça fait partie de toutes les informations qui sont déficientes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Louise. Mais Merci pour votre commentaire. Alors, on va conclure là-dessus, à moins qu'il y ait quelqu'un, oui. OK. J'ai retrouvé les deux petits points que j'avais. Alors, le premier concernait finalement la protection des jeunes en concert. Il y a quelque chose. Moi aussi, j'ai des adolescents, donc je porte un petit peu attention depuis très longtemps à comment ils se comportent, bien qu'ils étaient très, très sensibilisés. Et je remarque par exemple que les AirPods que vous avez nommés, donc je me permets de le faire aussi, qui ont du contrôle actif, donc qui renforcent l'atténuation à basse fréquence essentiellement, et je vois des jeunes dans les concerts qui les portent en fait. Et on parlait de stigma tout à l'heure, et en fait c'est presque le statement de dire, oui, mais regarde, moi je suis dans un super concert, j'ai payé ma place et tout, mais j'écoute encore autre chose, donc je suis encore différent. Donc il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'il y a quand même une atténuation passive qui est procurée par la petite collerette, mais surtout active avec le contrôle actif. Donc ça, c'était quelque chose qui me paraissait intéressant. Le dernier point, je pense, c'était la réaction à ce que Kim avait partagé sur son test auditif. Quand elle met l'écouteur sur la table dans un milieu silencieux, elle dit, si tu n'entends pas le son, c'est que l'écouteur est suffisamment faible. J'ai tendance, moi, à enseigner un petit peu un paradigme assez similaire en disant aux jeunes, écoute ta musique dans le métro au niveau qui te convient, mais le plus faible possible. Et pour ça, mon truc, c'est que tu commences par 0 et tu montes. Donc, ce n'est pas forcément 60%, 60 minutes, c'est vraiment, tu montes et quand ça devient juste tolérable, c'est bon, écoute-le à ce niveau-là parce que dis-toi que tu as réduit ton exposition. C'est comme si tu avais limité ton exposition au soleil pour limiter le coup de soleil. Donc, je fais plutôt je pars d'en bas et je monte jusqu'à temps que ce soit suffisant, pas trop fort. Donc, c'est une approche peut-être complémentaire. Merci. Et sinon, je peux me permettre une question? Alors, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé des tout petits qui n'ont pas le réflexe de se protéger, donc ça, on est conscient. Et est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe vraiment dans le monde intra-utérin? Est-ce que le tout petit est exposé quand la maman va au concert, etc. Qu'est-ce que vous savez de ces risques-là? Oui, bien sûr, Jérémy, il y a des articles scientifiques qui démontrent que la maman qui travaille sur les bruits, la maman travailleuse, son bébé, il a des répercussions aussi. Donc, il entend les bruits du travail. Bien sûr, il va entendre la musique. Et tous les bébés pourront avoir des impacts importants aussi quand il n'est pas au niveau de l'audition, mais ils sont des bébés qui ont plus d'irritabilité, la fatigue, ils sont vraiment ils se diffèrent parmi tous les bébés, donc il faut faire attention aussi. Très bon point. C'est comme ça que ça conclut notre panel.